Donc, aujourd'hui, on va aborder une question auquel les créateurs sont confrontés. Donc, c'est comment justement réussir le lancement de sa collection, de sa nouvelle collection. Et puis, donc ça, c'est vrai que c'est vraiment une question récurrente, une vraie problématique. Et parce qu'en effet, même si vous avez du talent, et vous en avez, donc c'est pas forcément suffisant pour vivre et pour réussir, hein. Donc justement, pour réussir le lancement de sa collection, il faut en fait, plusieurs choses. Donc effectivement, posséder une vraie identité de marque, quelque chose de clair. Il faut pouvoir se renouveler, également, et puis tout ça en restant conforme à ses valeurs. Donc ça fait beaucoup de choses effectivement à prendre en compte pour faire un lancement de collection et réussir justement le lancement de collection. Alors justement, comment s'y prend-on? Justement, donc il y a des clés pour réussir ce lancement de collection, et c'est justement, ce que Caroline Farina et Gwenaëlle Faye donc vont vous expliquer donc pendant ce webinaire. Donc alors pour, pour introduire, cela, donc Caroline et Gwenaëlle ont créé une structure Opale, qui a pour ambition justement d'accompagner les créateurs et les artisans dans leur processus créatif. Donc, elles vont se présenter plus en détail tout à l'heure, donc, et c'est donc justement Caroline et Gwenaëlle qui vont animer ce webinaire en tant qu'expertes en la matière. Donc, elles ont vraiment donc cette expertise, cette connaissance et cette expérience en fait en la matière. Donc, elles sont toutes indiquées pour répondre à vos questions et vous présenter cette problématique. Donc, on va vous présenter, donc elles vont se présenter, animer le webinaire, et à la fin de ce webinaire, on vous présentera également un accompagnement beaucoup plus complet, donc justement sur cette problématique qui a été concoctée justement par Opal, qui est portée par la Chambre de métiers régionale et qui a été conçue pour vous. Donc, en fait, c'est un accompagnement possible, justement, pour passer efficacement donc, justement, à l'action. Donc, si vous voulez passer à l'action, on en parlera justement de ce dispositif également. Donc, bon, voilà. Donc, pour l'instant, je laisse la main donc, à Caroline et à Gwenaëlle, donc, qui vont rentrer justement dans le cœur du sujet. Bonjour à tous. Merci et Nathalie. toutes. Merci, oui, Nathalie, pour cette présentation, cette introduction. Moi, je suis donc Caroline Farina. Pour me présenter un peu, donc là, je suis à droite, oui. J'ai 15 ans d'expérience dans l'industrie plutôt textile. Voilà, j'étais styliste, donc j'en ai vu passer des collections. Aujourd'hui aussi, je donne des cours dans 2 écoles. L'une dans une école de mode qui s'appelle l'Atelier Chardon-Savart à Nantes, et l'autre dans une école de commerce qui s'appelle l'ISG, toujours à Nantes. Donc, c'est mes 2 principales activités. Et puis, j'accompagne aussi des artisans. Alors, moi, je me présente aussi avant qu'on vous parle de pourquoi on est là toutes les deux ensemble. Donc, moi, je suis Gwenaëlle Faye. Je suis designer d'objets, formée à l'école de design de Nantes. Et puis, moi, ça fait une vingtaine d'années que j'exerce en tant que designer pour différentes industries, produits et textiles. Mais je suis aussi intervenante à l'école de design depuis une quinzaine d'années. Puisque la transmission a toujours fait partie de mes valeurs fortes. Donc voilà, j'ai même été responsable pédagogique d'un master à l'école de design de Nantes. Et puis peut-être pour dire un peu ce qui nous lie, pourquoi on est là toutes les deux. Donc c'est cette question en fait de la transmission qui est une de nos valeurs communes. Et puis, c'est aussi qu'on est avant tout 2 créatives. C'est-à-dire que là, on vous a parlé de nos formations dans des écoles de mode et de design, de ce qu'on fait actuellement, mais on est avant tout 2 créatives avec des activités artisanales aussi. Et on a constaté autour de nous que beaucoup d'outils que nous, on utilisait, qui nous semblaient très simples en fait et plutôt naturels, ne l'étaient pas forcément pour beaucoup. Et donc, ça nous a interpellés. Et puis, c'est des choses qu'on a pu transmettre justement aux gens qui sont proches autour de nous. C'est ça.
ça, bon, on l'a beaucoup vu, nous, à travers évidemment notre formation dans des écoles d'art, qu'on a pu appliquer après dans nos activités, plutôt dans l'industrie. Et puis quand on a du coup monté notre structure aussi plus artisanale, il y a des choses qui nous paraissaient naturelles, évidemment, parce qu'on les avait pratiquées, mais c'est en discutant avec d'autres artisans qu'on pouvait aussi rencontrer que bah, c'est pas forcément naturel pour tout le monde, évidemment, puisque quand on n'a pas les outils qu'on ne connaît pas, ben, on ne connaît pas. Donc, et c'est un peu ça aussi, notre volonté là chez Opal, c'est vraiment voilà, de tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a pu appliquer aussi, comment aider voilà, comment le le plus mettre au grand nombre. service, et puis au service de l'artisanat qui est aussi quelque chose qui nous touche. Donc, peut-être que vous aussi, vous vous êtes trouvé dans une de ces situations-là que nous, on a constatées. L'une d'entre elles, c'est que vous pouvez être pleine d'idées, et surtout, vous rêvez de vivre de votre activité créative. Ou alors, vous lancez votre activité, vous ne savez pas du tout par où commencer. Alors ça, c'est typiquement la problématique de l'artisan, c'est-à-dire, pour peut-être quelques artisans, en tout cas, c'est d'arriver le matin dans l'atelier puis se dire je ne sais pas par quoi commencer. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Décomposer son temps, ça peut être une problématique, un frein. Du coup, il peut y avoir aussi une procrastination. On se dit, bon, ça, on fera ça demain, etc. Donc, ça peut être quelque chose un frein. Ou alors, une autre des situations que vous pouvez rencontrer, c'est vous ne manquez pas d'idées, vous croulez sous les idées, mais vous avez plein de sources d'inspiration différentes. Donc là, il y a beaucoup de travaux d'autres artisans ou d'autres artistes qui vous inspirent, et vous ne savez pas, vous, quel est votre style, comment vous situez en fait par rapport à tout ce que vous aimez. Ce qui peut en découler, c'est aussi des difficultés à reconnaître et définir les points forts de votre style, de votre démarche. Ça, c'est quelque chose, surtout en début d'activité, qui peut être difficile à reconnaître quand on est tout seul. Ou alors, vous êtes lancé depuis un certain temps, mais vous rencontrez des difficultés à renouveler votre offre. Donc voilà, nous, c'est un peu les situations qui nous ont semblé récurrentes et intéressantes, mais peut-être qu'on pourra en parler plus en détail aussi dans les questions, des difficultés que vous rencontrez. Donc voilà, ça nous amène aujourd'hui à vous présenter les 3 clés qui nous semblent incontournables pour un lancement de collection réussi. L'idée, c'est aujourd'hui en fait de vous présenter ces 3 clés-là. Donc, on a peu de temps, on va essayer d'être le plus en détail possible avec les contraintes que l'on a. En tout cas, on a essayé de le cadrer comme ça. Donc, allez, on va passer tout de suite à la première clé, la clé numéro 1 qui nous semble hyper importante, c'est commencer à créer sur des bases solides avec méthodologie. Oui, alors ça, c'est vraiment le point que l'on a constaté, c'est que donc, on est tous et toutes, quand on lance une activité artisanale ou quand on a une activité artisanale, on est dans une posture de chef d'entreprise. Simplement, puisqu'on est aussi dans une démarche qui peut s'apparenter à une démarche artistique, souvent les deux, voilà, on a du mal à combiner les deux. Nous, cette clé-là, elle nous semble importante parce qu'on veut une entreprise pérenne. On veut une entreprise qui dure dans le temps et dans laquelle on se sent bien. Voilà, donc de commencer sur des bases solides avec une méthodologie, c'est un premier pas en fait vers une activité qui sera plus facilement pérenne en fait et dans laquelle on va se reconnaître. Donc ça va être quoi? Ça va être s'appuyer sur ses valeurs et les éléments forts de sa personnalité. Ça, c'est hyper important à prendre en compte. Surtout si on veut quelque chose qui dure, il faut être aligné, son activité doit être alignée avec ses valeurs et sa personnalité. Se questionner pour poser des bases solides, définir son ADN de style. Donc là, ça fait appel aussi à des outils qu'on a pu aussi pratiquer, je pense surtout au design thinking. Oui, tout à fait. Donc, en design thinking, on dispose de tout un tas d'outils en fait pour aller explorer et aider cette introspection en fait qui est nécessaire au début ou quand on souhaite se renouveler son offre. Donc, on va se poser des questions. Quelles sont mes forces? Comment je fonctionne?
c'est quoi mon flow, c'est-à-dire c'est quoi qui m'anime le plus quand je suis en activité, que je suis en train de faire quelque chose, qu'est-ce qui m'anime le plus? Ça va passer aussi par reconnaître et accepter en fait des éléments de sa personnalité. Je vous prends un exemple pour que ça soit un petit peu plus concret. Je suis quelqu'un de très introverti ou au contraire, je suis quelqu'un de très extraverti. Ça va avoir un impact en fait sur le quotidien de mon activité. Ou alors, je suis quelqu'un de très minutieux. J'aime passer du temps en fait sur mes pièces. Ça va aussi avoir un impact sur ma production. Ou au contraire, je suis quelqu'un de très qui aime que les choses aillent vite, etc. Je ne vais pas m'orienter vers le même type de production. Donc en fait, on va aller poser tous ces éléments qui constituent à la fois notre personnalité, mais aussi des éléments de notre pratique. Et je pense une partie qu'on peut aller explorer avec des outils qui n'est pas forcément évidente au départ, c'est la question sur les valeurs. En fait, nous, il y a quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est toujours une citation que l'on prend. Peut-être que vous connaissez Simon Sinek, qui est un Américain qui a beaucoup parlé de cette question-là, de la raison d'être. Et c'est lui, il dit, les gens n'achètent pas ce que vous faites, ils achètent pourquoi vous le faites. Et donc, la question des valeurs, elle est vraiment au cœur, en fait, de votre démarche et surtout du lien qui va pouvoir se créer ou pas avec votre client. Donc, voilà. Il existe tout un tas d'outils. Donc, je vais parler de design thinking, mais il y a aussi des outils de coaching. Il y a beaucoup d'outils qu'on a expérimentés, nous, qui peuvent venir aider à consolider, en fait, une base qui peut être une base solide pour un démarrage de collection. Et puis, ça va être aussi une période où, justement, comme on met tout à plat, ça va vous aider après à raconter votre histoire et parler avec votre client. Vous allez pouvoir lui expliquer un peu votre démarche et être vraiment beaucoup plus… Enfin, le souhait qu'on a, c'est d'être plus au clair avec votre démarche et pouvoir l'expliquer à votre client. Et donc, c'est ce fameux pourquoi. Et quand le client est convaincu par la démarche et quand on sent que votre histoire elle est vraiment alignée avec ce que vous faites, avec votre produit, il y a plus de chances que ça parle et que ça touche les gens. Et puis, si on reparle de la pérennité de l'entreprise, en fait, se situer vraiment en position de bah oui, j'ai une entreprise, il faut qu'elle soit viable et pérenne. Constituer des bases solides, ça semble quand même être la clé. Voilà. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la clé numéro 1. On ne va pas s'étendre plus. Passons à la clé numéro 2. Alors, maîtriser les outils de la créativité pour créer plus vite et plus intentionnellement. Alors, ouais, là, pourquoi, en fait, ça nous semble une clé importante? C'est un peu, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, on peut arriver dans son atelier et créer un peu au fil de l'eau, au gré des inspirations, etc. Il y a beaucoup d'artistes, de créateurs qui fonctionnent de cette manière-là. On est un peu comme la caricature de l'artiste. Moi, aujourd'hui, je vais faire ça, j'ai envie de faire ça. Justement, c'est de cadrer un peu plus et puis de sortir un peu de cet extrême et puis de cette caricature-là. Et oui, donc nous, ce qu'on pense et ce qu'on souhaite vraiment transmettre, ce sont la question en fait des outils. C'est-à-dire que la créativité, c'est pas, on n'attend pas d'être touché par l'inspiration pour créer. La créativité, c'est quelque chose qui se travaille. Voilà, en plus, on a beaucoup d'outils en fait pour aller travailler cette activité-là. Souvent, on dit que c'est comme un muscle en fait. C'est vraiment l'image que l'on prend. Plus on va aller le stimuler, plus on va aller chercher des outils pour aller booster cette créativité, plus en fait elle va se nourrir et grandir et nous aider à créer. Donc c'est en ça qu'on pense que les outils aident à créer plus vite. Là, il y a vraiment tout un tas de travaux qui le prouvent et c'est vraiment aussi ce qu'on peut expérimenter au quotidien. Mais la question aussi de créer plus intentionnellement, là, elle nous semble capitale justement pour pouvoir proposer quelque chose de cohérent et en cela faire le lien en fait avec l'autre, avec le client potentiel. C'est-à-dire, je ne crée pas complètement dans l'air, je vais aller cadrer un peu mon travail pour permettre
un travail cohérent. Donc là, peut-être sur les outils. Ouais. Donc, les outils, on peut vous en parler de quelques-uns. Déjà, il y a la mood board. On vous a mis des petits exemples juste après hein, pour illustrer un peu tout ça. Et puis, ça va passer aussi par les éléments constitutifs du style. Alors, ce qu'on appelle les éléments constitutifs du style, ça va être les couleurs, les textures, les formes. Et à chaque fois, on va venir vraiment détailler comment la couleur se construit, comment on construit une gamme de couleurs, comment on choisit ses formes. Parce que dans le design d'objets, il y a une raison. Et non, on ne le fait pas par hasard. On ne choisit pas des formes rondes, ovoïdales et des formes pointues. Ça ne veut pas dire la même chose. C'est comme une couleur. Il y a une signification pour chaque couleur. Donc, on va rentrer un peu dans ce détail-là. Et puis, on va avoir aussi des exercices de créativité, des exercices qui vont vous mettre en fait en mouvement. Parce que plus on arrête de créer pendant une grande période et plus c'est difficile d'aller s'y remettre et moins on trouve de choses. Donc là, l'idée, c'est de produire beaucoup, de ne surtout pas se juger. Le jugement n'a rien à faire dans l'exploration, parce que là, on est vraiment en phase d'exploration. Donc, surtout pas de jugement, mais une grosse production. C'est ça qu'on va aller chercher. Et ouais, je rebondis sur ce que tu dis. Ça, c'est vraiment un point qui est clé. On sait, en fait, à quel point les doutes peuvent s'installer, en fait, quand on crée. Et ça, c'est au début, au milieu, à la fin. Oui, je pense que c'est présent tout le temps. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est justement de mettre des outils, poser des exercices pour aller combattre ces doutes-là, pour être dans l'action et dépasser en fait ce fameux syndrome de l'imposteur, voilà, ces croyances limitantes. Exactement. Et voilà, donc peut-être tu as parlé des éléments constitutifs du style. Bah, peut-être on peut montrer peut-être un détail. Allez, on montre un exemple. Voilà. Là, on vous montre un exemple justement d'un accompagnement. C'est un artisan qui fait de la céramique. Et donc, on a à gauche, vous avez donc sa mood board. Donc, on parle d'une thématique qu'elle s'est donnée suivant son univers. Donc, c'est elle qui a choisi. Déjà, on a eu toute une période de recherche iconographique. Et puis après, il a fallu faire un tri. Pourquoi on choisit telle image plutôt qu'une autre, et on vient constituer comme ça un peu son univers sur une planche, là typiquement c'est un carton plume, mais on peut le faire sur un mur ou d'autres supports, peu importe. Donc on vient agrémenter ce mood board d'images iconographiques, de mots-clés, ça peut être aussi des petits objets. Et de ça, on va en retirer justement nos fameux éléments constitutifs du style. Et là, à droite, vous pouvez voir des recherches d'émaillage, donc plus des recherches dans la texture, dans la couleur, etc. Donc là, tout ce qui a été créé à droite, ce n'est pas au doigt mouillé, quoi. Ce n'est pas par hasard, c'est que vraiment ça raconte et ça sert l'histoire et sa thématique. Exactement. Donc pour rebondir sur ce que dit Caroline, ce qui est vraiment important aussi, c'est de voir que chacune a sa porte d'entrée à la création. C'est-à-dire, ça nous semble important que chacun puisse se questionner sur qu'est-ce qui me touche, moi, dans la création de quelqu'un d'autre. Par exemple, si j'ai une source d'inspiration, beaucoup de sources d'inspiration, d'aller vraiment se questionner sur, d'accord, j'aime tel artiste ou tel artisan, tel type de production, qu'est-ce qui me plaît concrètement? Est-ce que ça va être plutôt les formes, ou est-ce que ça va être plutôt le jeu de lumière entre la texture et sur l'objet? Est-ce que vous voyez, rentrer vraiment précisément dans les éléments qui viennent vous toucher, et ça constitue en fait ce qu'on appelle aussi la porte d'entrée à la création, de savoir qu'on est plus sensible plutôt à la couleur, ou plutôt à la forme, ou plutôt à la profondeur qui se crée dans une pièce. Donc, rentrer à la thématique. On peut aussi être plus inspiré par les mots. Je pense à quelqu'un d'autre qu'on a accompagné qui est plutôt quelqu'un de très conceptuel et qui a besoin en fait des mots, de passer par les mots avant de créer. Donc, de pouvoir reconnaître ça chez soi, ça peut vraiment aider aussi à rentrer dans la création. C'est une des clés en fait pour pouvoir entrer et un peu cadrer sa création. Et ça ne vient pas comme ça, c'est-à-dire qu'il faut développer un minimum aussi de vocabulaire qu'on vous apporte aussi, c'est-à-dire qu'à force de parler de tous ces éléments constitutifs du style,
eh bien, quand vous allez regarder les travaux d'un artiste, tout de suite, vous allez pouvoir poser des mots, ce que vous ne pouvez peut-être pas faire avant. Se dire, ben voilà, c'est vraiment la thématique choisie qui m'intéresse. Ça, voilà, pour défendre une idée ou défendre des valeurs, c'est vrai que cette thématique m'intéresse particulièrement. Ou alors, ça peut être une couleur. Voilà, c'est des couleurs chaudes, plutôt contrastées, etc. Donc, c'est aussi tout un vocabulaire qu'on va pouvoir développer. On peut vous montrer un autre exemple. Voilà. Donc là, pareil, à droite, vous avez la mood board. Et au centre, vous avez donc une image d'inspiration. Et de cette image d'inspiration, on lui a demandé d'en extraire des formes, des courbes qui l'intéressent. Et puis de venir justement faire un travail après d'application sur ces formes, sur ces pièces en fait. Donc elle a fait toute une recherche, là on vous en a mis 3, hein, mais il y en a eu beaucoup plus, parce qu'on est vraiment, il faut produire, on est dans une grande quantité de production, puis après on vient choisir, on vient développer son œil, un œil beaucoup plus critique. Ben, pourquoi on va choisir telle pièce dans tout ce qu'on a produit? Eh bien parce que voilà, c'est pas par hasard, il y a une raison, ça sert vraiment, on relie, on fait des liens avec son image d'inspiration. Je pense que peut-être vous le comprenez aussi dans l'énergie qu'on met à expliquer un peu ça. Peut-être on rentre un peu trop dans le détail, mais nous, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne, en fait, ce processus de création, qui nous passionne et en même temps auquel on est très attentif parce qu'on voit tellement, en fait, de créatifs bloqués ou alors qui se limitent parce qu'ils se jugent trop tôt, en fait, dans le processus de création. C'est-à-dire qu'on va commencer à créer nos pièces et tout de suite, en fait, on va les juger. Ah oui, mais non, il faut que je le fasse plus comme ça. Non, c'est pas assez bien, etc. Alors qu'il y a une question de produire de la quantité avant que la qualité puisse émerger. Donc, il y a vraiment, voilà, dans la façon dont on va aller se mettre au travail, un état d'esprit à développer qui voilà, exclut dans un premier temps le jugement et va aller permettre une exploration beaucoup plus riche concernant tous les éléments constitutifs du style. Donc, ça, voilà, le volume, la couleur, la texture. Donc là, on a fait le tour sur Oui, la juste, réussite numéro excusez-moi, 2. je vous interromps juste Oui. une petite question, mais qui va sur, qui a un rapport avec cette clé-là, justement, donc la production en quantité. Donc, il y a donc une personne, donc vitrailliste, qui pose la question qui dit, vous parlez de créer en masse, hein, je suis vitrailliste et le but est de personnaliser les vitraux en fonction de l'intérieur de mes clients, donc quid? Voilà. Alors, est-ce que… Personnaliser les vitraux oui, pour répondre à une commande précise en fait. Mais quand il y a une commande précise, il y a un besoin, il y a une demande. Donc peut-être la première chose, c'est vraiment d'écouter le besoin et la demande. Mais après, j'imagine que cette personne-là ne fait pas qu'une seule proposition à son client. J'imagine que voilà, elle va lui proposer, peut-être qu'elle va passer par une phase de recherche par rapport aux besoins et pour faire toutes ces propositions-là. Donc cette phase de recherche, elle existe aussi. Moi, je dirais même peut-être avant. Ouais. Pardon. Oui, non, juste la personne a levé la main, je pense. Donc, Oui, peut-être qu'elle peut poser la question en direct. Bien sûr, allez-y. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, effectivement. Alors, vous parlez effectivement de faire des objets en masse. Sauf qu'effectivement, moi, de mon côté, alors j'ai commencé par effectivement des petits objets en création, en luminaire, en objets de déco. Là, moi, je tends et je souhaite aller faire plus grand, en fait. Mais après, faire plus grand, je ne peux pas me permettre de faire de la création en masse, en sachant que les gens vont vouloir personnaliser leur intérieur pour, par exemple, une imposte. Donc, c'est vrai que là, j'arrive en ce moment où c'est effectivement janvier, février, un petit peu plus creux. La question c'est, je ne vais pas créer pour créer, en sachant qu'il va falloir, pour certains clients, faire vraiment du… Et puis, il y a une question de dimension. Il y a toujours… voilà, moi, ça peut aller…
mes créations peuvent varier sur l'intérieur des gens, la dimension, le thème. Donc, je ne peux pas créer pour créer, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Alors, vous n'êtes pas la seule dans ce cas-là. Je pense, par exemple, à des céramistes là qu'on a accompagnés. C'est pareil. Enfin, on ne peut pas non plus produire la pièce jusqu'à la fin. Déjà, c'est pas en masse. Je pense que c'est pas ce terme-là. C'est vraiment aller explorer, aller chercher la quantité d'exploration plutôt que la qualité d'une pièce. Typiquement, dans votre cas, on vous conseillerait de travailler sur des échantillons. Par exemple, une céramiste qu'on a fait travailler, elle a travaillé plutôt que travailler sur pièce, elle a travaillé sur des petits carrés de 10 sur 10 où elle a été explorer tout un tas de textures en fait. Et donc après, elle va pouvoir faire son choix, sélectionner avant d'aller appliquer sur sa pièce. Donc en fait, il y a pas mal de petits exercices qu'on peut faire en changeant justement les formats, surtout quand on travaille sur des grosses pièces, etc. Et je pense que dans votre cas, si en plus vous allez proposer à vos clients de personnaliser, d'avoir voilà, des échantillons en petits, comme ça se fait dans d'autres industries, je pense au carreau, à la peinture, etc. Vraiment d'avoir un book avec des petits échantillons représentatifs des couleurs ou des effets que vous voulez donner sur vos pièces pour qu'ils puissent aussi choisir plus facilement. Donc là, on peut aller se permettre d'explorer une plus grande quantité en fait en termes de couleurs, de matière, de superposition, mais sur des échantillons plutôt que sur une pièce en fait. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que nous, on va travailler. C'est vrai que moi, j'ai fait déjà pas mal de travail, en fait, parce que moi, mon entreprise n'est pas très, très vieille en soi. Elle a 4 ans. Hein, donc, et en plus, je le fais en quasi autodidacte. Donc, j'ai déjà, en fait, exploré plein de thèmes différents, effectivement, où je suis passée sur de l'art déco, de l'art nouveau. J'ai fait un grand tableau parce que j'avais une expo à faire sur un thème qui est proche de la mer, parce que je suis du côté de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Donc, c'est vrai que j'ai fait déjà pas mal de thèmes. J'ai utilisé pas mal de couleurs ou des choses florales. Et c'est vrai que là, étant donné que je veux vraiment m'orienter sur des impostes, des choses plus grandes, c'est vrai que là, en ce moment, comme vous dites, je procrastine, c'est-à-dire que je ne sais pas si je dois en fait créer d'autres choses, parce que j'ai déjà, pour moi, vu déjà pas mal de thèmes en fait. Peut-être que la partie d'après, la clé numéro 3, là, donc, qu'on va aborder, ça va répondre à quelques-uns de vos questionnements, en fait, parce que je pense que vous, dans votre démarche, vous en êtes plutôt à la partie d'après. Hein, on va passer à la troisième clé, puis on pourra revenir sur les questions tout à l'heure. Puis, je pense à votre cas aussi. Peut-être qu'en fait, il va falloir, moi, ce que j'aurais envie de vous conseiller spontanément aussi comme ça, et après, on passe à la clé numéro 3, c'est aussi ce que j'entends, comme vous répondez à une commande bien particulière d'un client, c'est d'avoir aussi une collection, un catalogue où c'est en quelque sorte une démonstration de votre savoir-faire, et avec vraiment une patte artistique. Donc, il y en a qui vont être très sensibles à cette patte artistique-là et d'autres peut-être moins. Mais en tout cas, c'est vraiment des belles pièces. Et c'est là où on en vient à notre clé numéro 3 qu'on vous aborde, qu'on va vous présenter tout de suite. Voilà, donc clé numéro 3, c'est définir une stratégie globale, alignée et cohérente. Donc là, on est vraiment plus dans j'ai constitué plein de pièces, plein d'objets, ou peut-être des échantillons, c'est tout à fait possible. Et maintenant, il va falloir les faire vivre entre elles. Il va falloir créer des pièces abouties pour présenter à notre client et qu'ils comprennent tout de suite notre univers pour pouvoir les vendre, évidemment, parce que c'est vraiment le but. Donc, en ça, il y a pareil, si on rentre un petit peu dans le détail, c'est vraiment faire une stratégie pour pouvoir vendre ses pièces. Donc, il va falloir se questionner sur son territoire de marque, constituer un mapping des marques. Donc, le mapping des marques, c'est aussi quels sont les concurrents, entre guillemets, une analyse un peu du marché global.
constituer son plan de collection, c'est-à-dire quels produits, combien de produits, pour quel événement et à quel prix je vais le mettre. Et tout ça, évidemment, en restant aligné avec ses valeurs et puis avec son domaine d'activité. Oui, et sa production. Parce qu'en fait, la production, elle va aussi nous dire des choses sur le marché sur lequel on peut se positionner. Donc, en fait, c'est vraiment un travail global d'analyse et de positionnement qu'il va falloir faire. Donc, tu l'as dit, pour ça, on va utiliser des outils comme le calendrier marketing, le plan de collection, le mapping, etc. Enfin, il y a plein d'outils qui sont là pour nous aider à faire ça parce que cet exercice-là, en général, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que justement, on est dans une démarche business et on est dans une démarche artistique. Donc les deux, souvent, elles sont un petit peu difficiles à faire cohabiter. On connaît bien ça et on le voit. Donc là, les outils, ils sont là aussi pour nous aider à poser tout ça et surtout à structurer. Donc il y a une partie structure de l'offre, c'est-à-dire voilà, quelle typologie de produits je vais proposer à mes clients. Typiquement, vous, madame, ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai plein de collections qui existent. Est-ce qu'elles sont toutes, est-ce qu'elles sont toutes, on va dire, au niveau pour être montrées à un client? Est-ce qu'elles sont toutes égales dans leur qualité? Est-ce qu'elles vivent ensemble? Est-ce qu'elles vivent ensemble? Donc là, il y a vraiment des questions à se poser sur qu'est-ce que je veux montrer à mon client? De quoi est constituée mon offre. Et là, il ne s'agit pas de tout montrer, il s'agit vraiment de hiérarchiser, de structurer et de penser ces produits pour qu'ils fonctionnent ensemble. Donc, en termes d'esthétique, mais aussi en termes de vente. Donc là, voilà, on peut aborder des notions de pièce-image, de profondeur de gamme. Enfin, tout ça, c'est des vocabulaires techniques qui peuvent paraître un peu compliqués comme ça. Mais une fois qu'on les a qu'on les connaît déjà et qu'on les a un peu manipulés, ça nous aide en fait vraiment à gagner du temps et surtout à ne plus être dans cette situation de voilà, j'ai tout ça, qu'est-ce que je fais, comment, qui peuvent retarder en fait notre mise sur le marché, la mise sur le marché de nos produits. Donc tout ça, ça fait beaucoup en fait, ça fait vraiment beaucoup de choses quand on y pense entre voilà. Quelles sont mes valeurs, qui je suis, ensuite tout ce que je crée, comment est-ce que j'organise mes thématiques, est-ce que je fais une collection, est-ce que j'en fais plusieurs, à quel rythme dans l'année, enfin, voilà, ça fait énormément de questions, on en est bien consciente et surtout on l'a vécu, on le vit aussi avec les personnes qu'on accompagne et donc il y a quelque chose qu'on voulait vraiment vous dire aussi qui nous tient à cœur, c'est ne pas rester seul dans sa création. On sait en fait à quel point échanger, avoir un retour sur ses idées, sur sa production, aide à faire des choix plus rapidement et aide en fait à aller plus sereinement en fait proposer son offre de produits. En tout cas, c'est aussi pour ça qu'on s'est associés, Caroline et moi. On croit vraiment en la force du collectif pour avancer sur des problématiques très très particulières parce que quand on est artisan, on a des problématiques qui sont très particulières, dont on ne parle pas forcément beaucoup ou que les autres autour de nous ne comprennent pas forcément en fait, à la mesure qu'elles nous touchent. Voilà, donc c'est... Ouais. Qu'est-ce que tu veux rajouter Non, tu as très bien parlé. Excusez-moi. Alors, juste avant de continuer sur cette partie-là, il y avait une petite question, je pense que c'est bien de la glisser maintenant. Qu'est-ce qu'une pièce mage? Image. Ah, c'est ce qui me semblait. Alors, typiquement, c'est le vocabulaire un peu plus marketing. Les pièces images, en fait, c'est des pièces, c'est une démonstration de votre savoir-faire et c'est cette pièce que généralement on va montrer en premier et avec laquelle on va communiquer. Typiquement, c'est la pièce qu'on va photographier et qu'on va montrer dans des magazines spécialisés où on va faire de la publicité. C'est la pièce où on sait qu'il y a beaucoup de travail, elle ne va pas nous rapporter beaucoup d'argent celle-ci, mais c'est vraiment l'idée d'une démonstration de votre savoir-faire. D'accord ? A contrario, vous avez dans votre fameuse collection bien structurée d'autres pièces sur lesquelles vous allez passer peut-être moins de temps et c'est des pièces où on sait qu'on va se retirer beaucoup plus de marge. Voilà.
Donc la pièce image, c'est vraiment une pièce très travaillée. Et il y en a d'autres, il y a d'autres typologies. Donc voilà, nous, ce qu'on vous propose du coup avec la CMA, là, c'est vraiment un accompagnement sur 4 mois. Donc 4 mois, ça paraît long, mais en fait, c'est très très court pour aborder un petit peu tout ce qu'on a vu, ces trois clés qui nous semblent hyper importantes pour constituer une belle collection et avoir vraiment structurer son offre. Qu'on peut voir un peu plus dans le détail là, sur le programme de ces 4 mois qui va se décomposer. Du coup, ça reprend un peu les 3 clés qu'on vous a présentées un peu plus haut, sauf que là, on n'appelle pas ça des clés, c'est des modules. On l'a divisé en 3 modules. Donc, le premier module, ça va être vraiment élaborer votre ADN, vraiment pour poser les fondations. Hein. C'est une méthodologie pour commencer sereinement. Donc, on va parler de vous, de vos valeurs, de votre flow, c'est-à-dire ce que vous aimez faire à travers tous les outils qu'on va pouvoir vous apporter. Et le deuxième module, ça va être vraiment le processus créatif. Donc là, on va vous apporter tous ces outils, justement, comment on fait une mood board, c'est quoi tous les éléments constitutifs du style. Là, c'est vraiment sur une journée en présentiel, en collectif. On vous montre les outils. Et ensuite, toutes les semaines, pendant 10 semaines, on a un rendez-vous hebdomadaire de 2 heures en visio, de manière aussi collective, parce que pour nous, je pense que c'est hyper important, la force du collectif, c'est-à-dire des problématiques chez les uns, va répondre aux nôtres, on va vraiment gagner du temps. Et puis aussi, c'est un moment d'échange sur votre production, vos doutes justement, où on va aborder aussi beaucoup votre état d'esprit dans lequel vous êtes, est-ce qu'il y a des croyances limitantes, et on va en parler, parce que on a tous et toutes nos croyances, notre vision du monde qui est parfois un peu biaisée. Et le fait, la force du collectif, de pouvoir en parler, échanger, des fois, ça va beaucoup mieux. Et on avance. Je pense que là aussi, dans ces rendez-vous hebdomadaires, c'est vraiment un temps où vous allez avoir un retour très personnalisé sur votre travail, dans la mesure où chacun va avoir des exercices pour la semaine suivante, et ça ne sera pas les mêmes exercices pour chacun. D'accord? C'est qu'on est vraiment très attentif. On vous a parlé tout à l'heure de, par exemple, quelqu'un qui est très inspiré par les mots, et en fait, ça passe forcément par les mots avant d'aller chercher l'image. D'autres, ça va être l'image qui va amener le déclic, etc. Donc, on est très attentif en fait aux besoins de chacun sur le moment. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est à la fois la force du collectif, mais surtout, vous, dans votre façon de fonctionner, en fait, on va aller repérer quels sont vos déclencheurs et quels sont les exercices en fait qui vont être adaptés à votre type de production et à votre besoin sur le moment en fait. Parce que typiquement, on peut accompagner des gens qui sont en tout démarrage d'activité ou d'autres qui sont déjà lancés depuis plusieurs années. On ne va pas forcément avoir les mêmes besoins au même moment. Et si on rajoute à ça aussi les besoins en termes de personnalité, de production, ça fait. Donc nous, on passe aussi beaucoup de temps en fait à aller détecter ça chez vous. Et je pense que c'est aussi notre force. Exactement. Et vous l'aurez compris, l'humain est très important aussi pour nous, la personnalité. Donc, vous êtes au centre de nos préoccupations. L'idée, en fait, c'est pas juste de la théorie et puis on vous donne les outils, vous les appliquez. C'est vraiment pour vous, quel outil va être le mieux dans quel ordre, en fait. Il y a vraiment cette notion-là de faire un peu sur mesure le parcours qui va vous aider au mieux. En tout cas, c'est ce qu'on a à cœur de faire. Comme ça. Exactement. Et puis alors, du coup, notre troisième module, qui est donc du coup de se positionner, structurer son offre, sa collection. C'est ce qu'on a vu en clé numéro 3, où là, on va aborder vraiment, il y aura une partie théorique aussi sur une journée, où on aborde ce que c'est justement le territoire de marque, qu'est-ce qu'une marque, qu'est-ce que le mapping des marques, mon calendrier marketing, quels sont mes événements, quand. Et puis on se questionne, est-ce que, par exemple, pour moi, c'est plus intéressant de me positionner dans une galerie? Ok, alors si je dois me positionner dans une galerie, quelle est l'expérience que doit vivre mon client, en fait, à partir du moment où il va visiter mon site internet, où il entend parler de moi? Comment est-ce que je rends cohérent avec l'univers des galeries toute cette expérience-là? En fait, on va vraiment aller se positionner par rapport à la situation de chacun. Ou alors quelqu'un qui va être habitué à faire des salons, et puis on se rend compte peut-être par rapport à
à la fois à sa production et sa personnalité, qu'un e-shop, ça serait peut-être plus approprié. Ben, on va aller explorer ça aussi et re-questionner en fait les modèles économiques, ou alors même peut-être ouvrir un peu plus les perspectives en termes de modèles économiques. Voilà. On va aller jusque-là. Oui, il est déjà 10h15. Oui, allez, voilà, on file. ouais. Alors, à la fin de ce programme, vous aurez donc, ce qu'on vous propose, clarifier votre vision et définir votre ADN style. Donc ça, c'est vraiment la clé numéro 1. Créer une quantité de pièces suffisante pour structurer votre offre. Donc, ce n'est pas en termes de pièces, ça peut être aussi en termes d'échantillons. C'est vraiment mettre en lumière, en valeur votre savoir-faire. Mise en pratique des méthodes efficaces pour booster votre créativité. C'est vraiment se mettre en mouvement. Mis en pratique les clés pour rester constant dans votre travail. Donc là, on va aller voir le mindset, l'état d'esprit, ces croyances limitantes là, qui nous font des fois procrastiner. Compris les outils de la création pour pouvoir vous renouveler et faire grandir votre activité. Donc là, on est sur la clé numéro 2, les outils, les éléments constitutifs du style. Mis en place une stratégie alignée avec vos valeurs, votre personnalité pour présenter vos produits. C'est la clé numéro 3 qu'on a vue plus haut. Et clarifier vos créations et votre discours. C'est votre fameux storytelling là, dont on entend parler. C'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à écrire la démarche. Souvent, ce qu'on constate, parce que en fait, pour la plupart, je pense que vous avez déjà écrit votre démarche. Nous, ce qu'on constate, c'est que on a tendance en fait à aller souvent dans la technique, d'aller expliquer comment est fait l'objet, la qualité, enfin voilà, les valeurs de l'artisanat. Simplement, tous les artisans communiquent sur les mêmes valeurs. Donc, nous, on va aller vraiment retravailler ce texte en fait sur la démarche avec un accent plus sur la singularité en fait, au-delà des valeurs qui sont communes à l'artisanat et au-delà des valeurs techniques. C'est-à-dire de savoir que le sac est fabriqué, qu'il est imperméable, qu'il résiste, qu'il est résistant, oui, très bien, mais qu'est-ce qui vous a amené en fait à vouloir faire ça? Voilà, on va aller chercher un petit peu plus loin que l'aspect un peu technique que l'on retrouve souvent dans la démarche. Donc ça, c'est des témoignages des artisans qu'on a pu accompagner. Voilà, donc je vous laisse un peu les découvrir. Oui, ben voilà, ça parle de la force du groupe, de à la fois la méthodo et puis le côté humain, en fait, l'énergie qu'on peut insuffler. C'est vrai qu'on est assez différentes, Caroline et moi. Oui, Guénaëlle est très forte pour vous faire prendre de la hauteur sur votre projet. Il y a plein de… Voilà, elle vous ouvre le champ des possibles. Le fait d'être deux, on est vraiment complémentaires. Donc ça, c'est des choses qui ressortent aussi pas mal. Ouais, puis toi, c'est plutôt vraiment très droit au but, orienté vers l'action. On prend des décisions, on avance. Donc voilà, toutes les deux, on est très complémentaires. Il y a vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, c'est la bienveillance du groupe, le non-jugement. Ça, on insiste beaucoup là-dessus parce que c'est hyper important et surtout dans la création où on sort un petit peu ses tripes, hein, parce que quand on crée, qu'on est seul dans des métiers comme ça, d'artisanat, ben, tous les objets qu'on fait, c'est une extension de nous. Donc, ce n'est pas toujours facile de montrer au groupe et surtout quand on est en phase d'exploration où on a tendance, comme disait Guénaëlle tout de suite, à se juger. Et ça, clairement, c'est ce qu'il y a de pire. Donc, on est absolument à 10 milliards de lieues de ça. Ce qu'on veut avant tout, c'est voilà, mettre en valeur votre singularité parce qu'on pense que c'est ce qui va faire la différence par rapport au client. Alors, les points forts, tu l'as dit, je l'ai dit, ouais, on va avancer directement sur les tarifs. Là, on va peut-être laisser la main à Nathalie pour vous expliquer un peu plus tout ça. Oui, donc c'est vrai qu'on vous annonce tout de suite les tarifs parce que c'est vrai que quand on voit l'accompagnement, la richesse de l'accompagnement et la qualité en fait de cet accompagnement, donc le temps passé, etc. Donc on a un coût d'accompagnement qui est quand même de 2 445 € par personne. Alors, attention, forcément, donc il y a donc possibilité de prise en charge partielle ou complète, donc en fonction des OPCO. Donc ça, c'est une grande possibilité. Et donc ça, c'est des choses que je vous enverrai par la suite. En fait, je vous enverrai un petit mail
en vous adressant justement une présentation de cet accompagnement, hein, beaucoup plus complète. Et puis, donc, avec justement quelles sont les démarches justement pour les prises en charge, sachant que, bon, il y a certainement possibilité d'une prise en charge complète. Il restera à votre charge 250 € par personne, en fait, hein. Donc, c'est vrai qu'on est sur un 10% à reste en charge pour les frais de dossier avec, voilà, donc s'il y a justement cette prise en charge par l'OPCO. Donc ça, je vous apporterai toutes ces détails, ces précisions donc par la suite. Donc suite à ce webinaire, on vous transmettra justement tout un tas d'informations, hein. Voilà. Donc, si je comprends bien, si je suis intéressée, je clique sur un lien que vous allez nous envoyer, hein, c'est ça? Si vous êtes intéressé, je vous envoie donc toutes les modalités justement pour faire votre inscription et votre demande de prise en charge. Ouais. En fonction de votre situation, si vous êtes artiste-auteur, si vous êtes artisan inscrit au RNE, donc au Registre national des entreprises maintenant, donc voilà, à la chambre de métier, etc. Hein. Pour le calendrier, donc du coup, le premier module commence le 23 mars. En sachant que vous avez, en rose, vous avez vu des points individuels. Il y en a 3 dans les 4 mois. Il y en a un juste avant le module 1, justement pour, voilà, on va voir quel est votre besoin exact, voir si l'accompagnement répondra bien à ces besoins-là. Et nous, après, pouvoir aussi adapter derrière exactement, répondre à vos besoins. Voilà, le module 2, le 2 avril, et le 22 juin, c'est le dernier module avec, donc du coup, un dernier point individuel. Là aussi, pour vous aider vraiment à finaliser un petit peu tout cet accompagnement. Ouais, non, en fait, on fait ça parce qu'on a à cœur que ce qu'on peut transmettre soit appliqué. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment pas de vous donner de la méthodo et en fait, on veut vraiment que ça vous serve. Je pense que c'est capital pour nous, d'où ces points en fait qui viennent jalonner l'accompagnement et le côté très applicable à votre situation. Voilà, nous, ça fait des années qu'on enseigne avec différents modes de fonctionner. Et là, on a vraiment conçu ça avec nos connaissances en pédagogie et surtout vraiment axé sur la mise en pratique et dans l'action, quoi. Voilà. Voilà, donc là, on vous dit 12 places pour cet accompagnement de disponible là. Et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 9 mars. Alors, il y a 12 places parce que tout ce qu'on a dit avant, en fait. Voilà, c'est qu'on a vraiment à cœur aussi que le fonctionnement de groupe se passe bien. Les rendez-vous hebdomadaires se feront à 6 personnes seulement. On sera 12 maximum, mais on fera des accompagnements à 6 personnes. Voilà, parce qu'on a à cœur que chacun puisse trouver sa place et vraiment que ça soit bénéfique, en fait. Voilà. Les journées en présentiel, donc vous serez 12. Donc là, c'est vraiment plus la théorie. Il y aura peut-être un petit peu moins d'échanges. Mais par contre, sur cet accompagnement à la semaine, 6 personnes, c'est vraiment maximum parce que sinon, on ne peut plus rentrer dans le détail et soulever vos problématiques. Alors, j'ai juste une petite remarque, effectivement. Donc, il est noté le 2 avril, mais effectivement, il ne s'agit pas du 2 avril, mais du 6 avril, parce que le 2 avril, ça tombe un dimanche. Donc, c'est bien, effectivement le 6 avril. Donc, c'est bien parce que vous avez regardé votre calendrier, donc c'est parfait. Donc, très bien. Et puis, donc, je réponds aux questions concernant le présentiel se fera à Sainte-Luce-sur-Loire dans les locaux de la chambre de métier régionale, donc boulevard des Pâtureaux. Donc, en termes de présentiel, donc, il s'agit de 3 journées de présentiel. Tout le reste, en fait, est du travail, en fait, en distanciel, en fait, hein. Donc, là, sur les 4 mois, vous avez 3 jours
complet de déplacement, en fait, hein. Donc, effectivement, ça peut faire une distance. Donc après avoir pour le covoiturage ou autre, mais c'est vrai que donc là, on a centralisé sur Sainte-Luce-sur-Loire. Et puis, donc voilà, donc 3 journées présentielles, hein. Les horaires, donc on me demande les horaires. Généralement, les horaires, bon, ça va être du 7 heures par jour, donc on va être sur du, généralement ça va être du 9 heures, 12h30 et puis du 13h30, 17 heures, quelque chose comme ça doit faire 7 heures si mes calculs sont bons. Donc voilà, ça sera quelque chose comme ça. Oui, puis enfin, le temps de repas, c'est aussi des moments où on peut échanger de façon plus informelle. Enfin, voilà, ça fait aussi partie du temps Ouais. d'échange qu'on va pouvoir avoir. En tout cas, on serait Tout à fait. Et Ouais. donc il y a possibilité de prendre son repas sur place, si vous emmenez votre dînette, donc effectivement, donc on a une salle aussi qui peut vous recevoir pour déjeuner. Je reviens juste sur des petites questions qui sont venues, donc en fait, notamment une question qui revient sur la pièce image, en fait. Donc là, c'est David qui demande, en fait, s'il faut une pièce image par collection. Alors oui, il en faut toujours une pièce image, puisque comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment la démonstration de votre savoir-faire. Donc il y en a forcément. Mais ça dépend en fait de son réseau de distribution, comment on distribue. C'est-à-dire, si je travaille pour une galerie, je vais avoir beaucoup plus de pièces images. Ça va dépendre de mon territoire de marque. Si je suis vraiment sur un positionnement plutôt luxe, généralement, il y a plus de pièces images, puisqu'on n'a pas la même clientèle. Donc voilà, si ça peut répondre un peu dans un premier temps à la question très précise. Je ne sais pas si pour David, c'est clair? Qu'est-ce que vous faites comme activité? Oui, bonjour, je suis en ébénisterie. Ébénisterie. Et vous travaillez pour qui sont vos clients? C'est principalement des particuliers, mais je voudrais essayer de développer des collections régulières, mais je ne sais pas à chaque fois quel type s'il faut faire vraiment une pièce image et après des déclinaisons, ou si une pièce image générale où on présente toujours la même, quoi. C'était ça un peu la question. En fait, voilà, c'est cas concret qui prouve que chaque démarche est différente. Je pense que dans votre cas, ça va plus s'apparenter aussi à une présentation sous forme de gamme, que vous ayez peut-être plusieurs niveaux de gamme. Donc là, l'idée, ça va être de travailler la cohérence en fait entre toutes entre les pièces de vos différentes gammes. Moi, je le verrais plutôt une approche comme ça. Je sais pas si D'accord. ça vous parle, cette notion de gamme, plutôt qu'une pièce image et puis le reste des pièces. Moi, je le verrais Oui, plutôt. et question aussi, c'est quel type de clientèle vous visez? Parce que ça aussi, ça a son importance. Et généralement, on a un peu le client qui nous ressemble. Donc, vers quelle clientèle j'ai envie d'aller? Ça, D'accord. c'est un premier élément Ouais. de réponse aussi. Parce que suivant le type de clientèle, voilà, le niveau de gamme que l'on souhaite faire, on va avoir justement des pièces images plus ou moins importantes dans la collection. Et puis aussi, tout dépend si vous vous adressez aux particuliers ou si vous décidez aussi à un moment de vous adresser aux professionnels, parce que votre clientèle, ça peut être aussi des designers d'intérieur, des architectes qui sont toujours à la recherche de belles pièces. Donc là, en fait, on ne va pas penser la structure de votre offre de la même façon, en fait, si vous adressez directement à des particuliers, et quel type de particuliers, comme tu disais, ou alors à des professionnels. Vous voyez, Le tarif ne sera pas le même non plus. Ouais. Donc c'est pour ça qu'en fait, on ne peut pas vous répondre comme ça. Il faut vraiment regarder exactement, rentrer dans le détail.
D'accord. On a plusieurs leviers, en fait, c'est suivant votre activité et ce que vous voulez, pour être aligné justement avec vos valeurs, c'est hyper important. On peut vous donner une réponse beaucoup plus précise. Mais vous avez il n'y a pas qu'une réponse. Oui, oui. Après, la clientèle, moi, je devrais la faire évoluer. C'est pour ça que… Oui, c'est ça. Ouais, Bah, j'entends, ouais, ouais. je pense que Ouais. vous, vraiment, il y a tout un… Ouais, il faut vraiment démarrer aussi par votre positionnement, en fait, à c'est qui ça. vous voulez vous adresser. C'est ça. Et en fait, l'offre, elle va se construire une fois que les bases seront posées, en fait. Ouais, le persona, la Ouais. cible, ça aussi on le Mmh. voit en module 3. D'accord. Mmh. Merci beaucoup. Je vous en prie. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste, quelques minutes si vous le souhaitez. Alors juste, donc, pour, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que c'était hyper clair. Bien. J'espère. Donc, du coup, par rapport à ce webinaire, donc on va, reprendre contact avec vous, enfin, en vous envoyant tout simplement une information, hein, donc on va pas venir faire du phoning et tout ça, hein, vous inquiétez pas. Donc on va vous envoyer une petite info donc, concernant ça. Dans cette info, on va vous remettre le diaporama, donc je sais que certaines personnes, l'ont demandé. Donc, on vous remettra le diaporama également. Puis voilà, puis je resterai donc à votre, à votre disposition pour répondre à vos questions, donc, liées à l'accompagnement, donc, cet accompagnement un peu plus important que l'on vous propose. Donc, sachant que je rappelle, hein, donc cet accompagnement qui a une valeur, donc de 2 445 € exactement, mais pris en charge donc, effectivement par, les OPCO, mais aussi donc, par, la chambre de métier et le conseil régional. Donc, en fait, donc du coup, votre reste à charge sera assez minime, en fait. J'aurais éventuellement une dernière question, donc du coup rapide. Moi, je suis donc créatrice de vêtements. J'ai créé un vêtement que je pense être un peu conceptuel parce qu'il y a toute une démarche derrière qui englobe le vêtement. Et aujourd'hui, en fait, je serais plus à essayer de trouver une solution pour vendre le concept. Et là, du coup, par contre, c'est pas du tout dans mes compétences et je me sens vraiment perdue sur ce chemin de à qui je pourrais vendre ce concept, est-ce qu'il est intéressant, etc. Donc, c'est peut-être encore autre chose, peut-être c'est pas dans ce que vous proposez là aujourd'hui, mais que vous êtes en capacité de m'aider, voilà, indépendamment. Voilà. La question est posée. Je pense là où on peut vous aider, c'est à vraiment clarifier déjà votre discours, c'est-à-dire votre concept. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de le défendre, de l'argumenter, de le rendre accessible, désirable en fait pour quelqu'un qui souhaite l'acheter? Déjà, ça, c'est une première chose sur laquelle on peut vous aider. La deuxième chose, c'est comme on répondait à Monsieur David Guédon tout à l'heure, c'est vraiment la question de votre positionnement. À qui vous souhaitez vendre ce concept, à qui peut-il s'adresser, et le fait d'aller explorer en fait ce qu'on appelle le benchmark, d'aller benchmarker des marques et de voir dans quel niveau de gamme peut s'inscrire votre offre, votre territoire de marque, à qui se confronte-t-il, qui sont vos concurrents, est-ce que vous avez un avantage compétitif, etc. Donc ça, c'est des éléments qu'on va voir dans le module 3 qui peuvent vous aider. Donc, je dirais vraiment module 1, module 3, ça peut être vraiment les deux éléments très forts pour vous. Après, là, vous avez un concept. Est-ce que c'est vous qui faites des vêtements en maille? Alors, pas que en maille. Ça s'appelle Top à câlin. Oui, je crois que j'ai C'est un vêtement qui tourne autour de voilà, la féminité, le câlin, le développement personnel. Enfin, ça inclut plein d'autres choses que le vêtement de mode. Tout à fait. Et Donc là, le module 2 pour vous, ça va vraiment être hyper intéressant aussi parce que là, on va, comme disait Caroline, là, moi, c'est un peu mon cheval de bataille, c'est vraiment aller ouvrir le champ des possibles en termes d'offres, en fait, et d'aller vraiment explorer ce qu'on peut proposer. En fait, vous avez eu vos premières idées.
elles ont rencontré un marché, etc. Maintenant, sur cette base-là, comment est-ce qu'on peut aller développer toute une offre Donc, ça peut me convenir, ce que vous complètement. proposez. Enfin, en tout cas, je Ok, pense bah super. Merci, merci. J'arrivais pas à actionner le micro parce que j'étais sur un amplificateur, mais voilà, merci beaucoup. Il y a Juliette aussi qui souhaite poser une question. Oui, bonjour. Bonjour. Je voulais savoir en fait si, par rapport au suivi et l'accompagnement que vous proposez, est-ce qu'on est sur un accompagnement sur les 3 modules forcément, ou est-ce qu'on peut accéder à un seul parce qu'il y en a un qui nous manque en particulier? Alors, dans le cadre de cet accompagnement-là, c'est les 3 en fait qu'on propose, aussi parce que c'est une méthodologie qu'on a testée et éprouvée, on va dire. Puis en fait, le module 1 va faire écho au module 2, tout est lié. On va s'appuyer toujours sur l'ancien module pour construire le nouveau. Par exemple, pour le module 2, quand vous allez être dans une phase d'exploration, on va toujours faire référence au module 1 qui est vos valeurs, votre ADN, vos points forts, vous voyez. Oui, je comprends. Donc, et c'est surtout en termes d'exercice. Je prends l'exemple de la dame tout à l'heure qui a déjà une grande production. Donc, elle ne va pas forcément être dans des exercices de production concrète, mais par contre, elle va être dans un exercice de hiérarchie, elle va être dans un exercice de peut-être d'écriture de sa démarche. En fait, on ne va pas être tous au même rythme, mais par contre, chacun va avoir vraiment une production à faire pendant ce temps-là. Et je pense que de toute façon, ce que ça peut vous apporter, même si vous vous dites, bah, moi, mes créations, elles sont déjà un peu calées, etc., ça va vous mettre vraiment dans en tout cas, nous, c'est ce qu'on a vécu, une dynamique où chaque semaine, en fait, vous allez avoir un retour sur votre travail, sur votre démarche. Et ça fait gagner un temps fou, en fait. Donc, voilà, je pense que si vous avez des inquiétudes sur est-ce que ça va me correspondre ou pas, il y a aussi toute une partie, en fait, vraiment où ça vient booster, en fait. Ça vient booster, ça vient re-questionner, renforcer, faire du tri. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui se passent au-delà de la méthode pas à pas, en fait. Ok, merci beaucoup. Alors, je regarde les questions. Dans le fil de conversation, je voulais savoir si cet accompagnement pouvait aider à booster le fichier client, les ventes, etc., d'un point de vente pour mes propres créations et celles des créateurs que j'accueille. Pour moi, tout est lié, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où on est aligné avec sa démarche, avec ses valeurs, ça crée aussi un magnétisme, c'est-à-dire que les gens le sentent, en fait. C'est tout le but de cette démarche-là autour de la singularité. C'est, en fait, on peut être confronté, par exemple, quand on est dans des problématiques de vente, de se dire, oui, je vais concentrer ma création sur des choses qui sont un peu dans la tendance. Je sais que les gens aiment ça, donc ils aiment le bleu, je vais faire des choses bleues. Enfin, voilà, je prends un exemple basique comme ça. C'est pas forcément un bon choix sur le long terme, en fait. Et le fait de vraiment créer à partir de soi, en se questionnant quand même sur à qui je m'adresse, et voilà, faire vraiment ce lien entre tous ces éléments-là, ça a un impact, en fait. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite vraiment pour vous. Et on y croit, et c'est ce qu'on défend. Ça a forcément un impact sur la vente et sur les clients. Exactement. Je ne m'adresse plus à tout le monde. Quand on est convaincu de ce qu'on fait, c'est-à-dire quand on est aligné avec ses valeurs et pourquoi on fait ça, on peut répondre à cette question, pourquoi je fais ça. Évidemment, on n'en parle plus de la même manière. On ne se cache plus, on n'est pas là, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas. Non, c'est vraiment, on est dans l'affirmation de soi, et donc du coup, ça se sent. Donc, évidemment, comme tu disais, vraiment, on est vraiment dans le côté aimant. On attire un peu plus de monde et potentiellement, évidemment, de clients. Oui. Et puis, on ne s'adresse plus à tout le monde, on vient aussi s'adresser aux gens qui aiment notre travail. En fait, il y a vraiment ce positionnement-là de dire, ben voilà ce que je fais, pour qui je le fais, et je ne vais pas aller m'adresser. Bah oui, ça enlève toute une partie du marché, mais ça attire aussi une partie qui est alignée avec ce que l'on fait, en fait.
Je tiens à remercier Caroline et Gwenaël, donc c'était très clair. Il y a plein de merci sur les côtés voilà, donc je pense que ça a dû apporter des choses, hein, donc ça j'en suis convaincue. Et puis, écoutez, donc on vous envoie tout un tas d'informations et on reviendra vers vous. Donc, si vous avez des questions, donc il n'y a pas de souci, hein, donc sur l'accompagnement que l'on vous propose. On va être obligé de vous laisser et je sais pas, le mot de la fin. Merci à vous. De votre écoute. Voilà, de En votre tout cas, Merci de nous voir. Voilà. merci beaucoup en tout cas à tous. On vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.